Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Medar Gankam. Bienvenue sur ma chaîne CSWUS qui signifie Change Start with Us. Cet acronyme a été choisi pour refléter ma pensée profonde, comme quoi le changement souhaité passe par l'action de chacun d'entre nous, que ce soit par la mienne ou par la vôtre. Bref, ce changement ne peut être réalisé que par nous. Car nous sommes les principaux responsables de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent nos pays, que ce soit par nos actions ou nos inactions. Mais surtout, nous serons les seuls capables de pouvoir sortir nos pays de ce bourbier. Et personne ne viendra nous aider. Même si certains disent vouloir le faire, ce ne sera pas gratuit de toute façon. J'ai commencé à parler, à faire ces vidéos parce que j'estime que beaucoup de nos compatriotes nous éloignent des sujets fondamentaux et nous enferment dans un discours victimaire. Surtout parce que je crois et j'ai la conviction que le plus grand risque qui guette le continent, ce serait la recolonisation de l'Afrique suite à un repartage du monde exactement comme en 1945. Et si vous croyez que je raconte du n'importe quoi, que ça ne se réalisera pas, je vous inviterai à réfléchir encore. Je vous rappelle que les pays occidentaux ont eu la Première Guerre mondiale où il y a eu des centaines de milliers de morts. Ils ont dit plus jamais. Devinez quoi? Il y a eu une autre guerre mondiale, une seconde. Et puis d'ailleurs, 45 n'était pas la première fois où le monde était partagé pour apaiser les conflits entre grandes puissances. À chaque gros changement à la tête du monde, il y a eu un rebrassage des cartes, un repartage du monde. Les puissances déchues ont ainsi perdu leur zone d'influence au profit des nouveaux maîtres du monde. C'est comme ça que ça se passe. C'est la nature des choses. Et cette dynamique, on peut l'observer depuis 1494. Aujourd'hui, nous avons un nouveau changement à la tête du monde et le gâteau sera à nouveau redistribué. Et si vous ne savez pas, ou vous n'êtes pas au courant, ou vous l'ignorez, c'est que c'est vous le gâteau. De toute façon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous présenterai dans une autre vidéo mes notes par rapport à cette recolonisation, mes notes qui datent de plus de 14 ans par rapport à cette recolonisation. Je les mettrai en ordre et je vous les présenterai. Bref, je commence toujours par les pensées. Alors, les deux pensées du jour sont, la première, c'est ce qui est mal. Peu importe vos justificatifs. Il n'y en a pas d'ailleurs. Et la deuxième, des pépites de chocolat dans la boue ne feront pas de cette dernière une glace au chocolat. Gardez ça en mémoire pour la suite des choses. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Cameroun et d'une catastrophe éventuelle que ce pays pourrait vivre si rien n'est fait. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles, s'il y a une élection présidentielle, car pour moi, la probabilité qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle l'an prochain était montée en fait à 30% quand je préparais la dernière vidéo que j'ai postée, il y a à peu près 4 semaines. Mais là, après la probable tentative d'enlèvement du journaliste M. Aristide Mono, les récents événements dans le Nozo, les pressions que je sens à venir sur les personnes et présentes, d'ailleurs pas seulement à venir, et présentes sur toute personne qui dénonce le système, je pense qu'il y a une probabilité grandissante du quatrième acte qui serait l'attentat terroriste. Et tout cela a une odeur de déjà-vu. Et me fait dire que cette probabilité de report des élections présidentielles, pour moi, en mon opinion, est montée de 50 à 51%. Donc cette vidéo, en réalité, c'est pour vous alerter là-dessus, sur cette probabilité existante dont je n'entends pas parler sur la toile, comme si il était évident que l'année prochaine, on aurait eu des élections. Sachez que les législateurs du système présentement et du parti au pouvoir en ce moment ont voté en faveur, avec l'accord de certains partis qui se disent d'opposition, de la prolongation du mandat des sénateurs jusqu'en mars 2026, des députés jusqu'en mars 2026. Donc vous comprenez que, comme il disait là, un glissement de date n'est pas impossible. La question c'est qu'est-ce qu'on fait si jamais il annonce. C'est juste ça. D'ailleurs, certains hommes et des femmes que je suis critique de mes compatriotes, comme je vous dis souvent, et j'essaie de vous rappeler ceci, le problème des Africains, c'est avant tout les Africains. Arrêtons de chercher des excuses ailleurs, des coupables, ailleurs que nos propres frères, qui représentent en réalité une minorité. Certains hommes et femmes de médias qui, voulant jouer aux grands hommes de droit, avaient trouvé que, vu que la loi en place permettait ce report,
pour les députés, il était tout à fait acceptable le prolongement du mandat des députés à la dernière minute. Ils faisaient leur beau, là, leur fraîchier. Là, tu sais. Ces gens même vont se retrouver face à leurs contradictions et conclusions. Parce qu'ils seront obligés intellectuellement d'accepter une prorogation dans un coursement de la date des élections présidentielles basée sur les mêmes raisons légales et constitutionnelles. Comme si toutes les lois étaient justes et bonnes. Alors qu'on le sait pertinemment qu'il y a des lois qui sont injustes et mauvaises. Mais laissez-moi vous raconter une histoire africaine intéressante. Et évidemment, c'est une pure fiction. Hein. Chacun comprendra ce qu'il voudra comprendre. Et ici, j'utiliserai les textes de la Constitution du Cameroun parce que je ne connais pas les textes, les constitutions des pays, d'autres pays africains. D'accord? Mais je veux d'abord quand même vous mettre en contexte. Alors, on parlera d'un pays qui est très mal en point, dans lequel un système dictatorial vacillant veut se maintenir au pouvoir tout en conservant une certaine apparence de respect des textes légaux. Mais surtout pour ne pas mettre dans l'embarras ses partenaires occidentaux. Une petite parenthèse, gardons en mémoire que, historiquement, encore une fois, si ces partenaires n'étaient pas l'Occident, mais avaient été plutôt la Chine ou la Russie, mais ça fait longtemps que les services de sécurité et les chars seraient dans les rues de ces capitales et l'opposition évidemment en exil ou entre quatre planches. On connaît la méthode russe et chinoise, donc il ne faut pas non plus s'élever avec ça. Mais je reviens à mon pays fictif. Donc, le système dirigeant ce pays se trouve dans une situation complexe et sous haute tension, avec un risque énorme pour sa propre existence. Alors, imaginez-vous être le président de ce pays-là. Vous n'avez plus la force ni la santé physique pour gouverner. Donc, ce sont des différents clans que vous avez créés. Et vous avez laissé du moins créer, mais qui ont été en réalité créés par vos proches. Ce sont ces clans qui dirigent le pays à court de décrets, donc à votre nom. Vous et vos proches, en réalité, vous n'avez aucun amour pour votre peuple ou pour votre pays. Votre seul objectif à tous est de garder le pouvoir, car vous estimez à tort ou à raison que le perdre mettra en péril votre existence même. Mais en fait, ce système n'imagine même pas une seule seconde la possibilité qu'une fois son pouvoir perdu, le peuple puisse le laisser tranquille et tourner la page pour le bien-être commun et la paix de tous. Mais il ne l'imagine pas parce que ce scénario pour lui n'est pas possible. Parce que lui, il sait que s'il était à la place de ce peuple, il nous tuerait tous. Alors, voyant la fin venir, ce système fera tout pour survivre. Maintenant que j'ai mis la table, pour vous mettre en contexte, allons dans le jeu de probabilité. Pas nécessairement les scénarios, les possibilités. Voilà. Donc je me suis dit, tenant compte qu'ils n'ont toujours pas trouvé le poulain qui va remplacer l'ancien roi, et n'ont pas encore réglé les dissensions internes entre les différentes factions au pouvoir, alors que la date des élections présidentielles approche. Mais surtout, encore une parenthèse, on doit garder en mémoire que ces gens ont vécu ensemble pendant longtemps, même si c'était sous la crainte du violon. Donc, ils ont été forcés de vivre ensemble. Ils ont des affinités. Donc, créant cela, les deux factions ont en fait le même objectif. Ils veulent s'accaparer la totalité du pouvoir et mieux conserver leur position actuelle au pire. Dans le pire des cas, ils veulent le statu quo. Donc, les incertitudes liées à la santé du violon, l'absence de succession consensuelle et les échéances électoraux à venir sous peu ont créé un sentiment d'urgence parmi les différentes factions. Alors, gagner du temps afin de rassembler ses forces pour le combat final va devenir une priorité. Il leur faut du temps. Ils en sont à court. Ils en ont besoin. Je dis rassembler leurs forces parce qu'aucune faction présentement, aucune des deux factions n'a le dessus de façon significative sur l'autre. Parce que si ça avait été le cas, nous aurions eu soit un coup d'État en bonne et due forme, ou nous aurions eu une vague de personnes du camp opposé ou du camp perdant qui se retrouvera en prison. Mais vous constatez que ce n'est pas le cas en ce moment. Donc je doute fort qu'il y ait une faction qui ait le dessus de façon
imposante sur l'autre. Donc, ils sont à égalité. Les deux ont besoin de temps pour rassembler leurs forces, activer leur réseau et pour le combat final. Et ce temps court pour les élections leur crée un problème. Il faut qu'ils trouvent un moyen pour gagner du temps. Alors, deux scénarios s'offriront à eux. Le premier scénario où le peuple recevra 3 gifles, je vous dis 3 gifles, permet de jouer avec les textes pour garder une façade de droit et donner du temps pour trouver un successeur, autour duquel il pourrait bâtir une campagne et surtout frauder les élections afin que ce dernier gagne, et puis l'imposer au peuple par la force. Cette issue est très peu probable parce qu'elle demande quand même un niveau stratégique qui me surprendrait du système en place, mais elle est très peu probable sans trouble social majeur, car le parti en lui-même est devenu radioactif dû à ses décennies à créer la misère pour son peuple. Et donc, tous les candidats que ce parti mettra de l'avant sera rejeté par le peuple. Donc, il est impossible que ce candidat gagne à la loyale. Automatiquement, il sera imposé par la force. Mais il faudra un justificatif de son imposition par la force qui sera à les urnes. Bourré, évidemment. Le scénario 2, moi, je l'appelle le classique, ou court-circuit, qui consiste à créer de l'instabilité sociale, guerre, attentats, émeutes, pour pouvoir justifier l'instauration d'un état d'urgence. Donc, le report des élections. Ce qui leur donnera le temps de se trouver un remplaçant pour le violeur. Maintenant, développons le scénario 1. D'accord? Donc, ce court délai avant les élections présidentielles, le besoin d'apparence d'un pays de droit pour ses partenaires internationaux, vont donc forcer le système à exagérer l'interprétation des textes constitutionnels et juridiques existants dans l'objectif de gagner du temps afin de s'assurer de verrouiller le pays. Verrouiller, c'est-à-dire maîtriser toutes les poches potentielles de résistance interne ou externe afin de neutraliser toutes les protestations qui pourraient nuire au maintien du système. Si les factions impliquées ne trouvent pas intérêt d'entendre et ne règlent pas le problème de la succession avant les élections de l'année prochaine, et surtout s'il n'y a pas de faction victorieuse avec un champion pour les élections à venir, je vous l'ai dit, le système nous donnera 3 gifles. La première gifle sera donnée lorsqu'on va se rapprocher des élections présidentielles. Le système fera la constatation de la vacance de la présidence de la République, que ce soit par départ à la retraite ou par décès. Ce qui va leur donner 4 mois supplémentaires pour s'entendre et verrouiller le système, le pays. Et cela sera possible grâce à l'article 6, alinéa 4 de notre Constitution, qui dit « En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 à 120 jours au plus tard après l'ouverture de la vacance. » Donc, il se donne 4 mois supplémentaires. Et tout de suite, bon, au Cameroun, on ne respecte pas les limites, ça pourra même aller à 6 mois. Mais tout de suite, ils vont enchaîner avec la deuxième gifle. Donc, ils vont remonter la liste de succession du président suite à une vacance de pouvoir jusqu'à la prochaine personne issue du système qui sera capable d'activer la phase suivante, qui est la troisième gifle. Alors, la deuxième gifle sera possible grâce à l'article 6, encore une fois, alinéa 4, section A, point A. L'intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat. Si ce dernier est à son tour empêché, on connaît l'âge du président du Sénat, par son suppléant, suivant l'ordre de préséance du Sénat. Évidemment, nous connaissons tous l'état de santé de notre président du Sénat. La troisième gifle, elle, sera pour évacuer tous les récalcitrants du système et mettre leurs éléments les plus radicaux en place. Et cela grâce à l'article 6, alinéa 4.c. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation d'élections présidentielles, écoutez bien, le président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil constitutionnel, modifier la composition du gouvernement. Entre-temps, évidemment, ce système va s'efforcer de museler toutes les voix résistantes, à commencer par les journalistes et les gens qui postent sur les réseaux sociaux. Ensuite, ce sera au tour des partis d'opposition que le système s'efforcera d'affaiblir
que ce soit par des arrestations ou forcer des gens à l'exil. Et vous verrez, une nouvelle date d'élection sera présentée au peuple. Ils auront probablement trouvé d'ici là un champion, puis ils l'imposeront à nouveau par la fraude et la force de l'appareil sécuritaire. C'est très important que vous me suiviez. Mon scénario 2, classique court-circuit. Alors celui-là, c'est une beauté. Lui, c'est une beauté. Lui, c'est une beauté. Tout à l'heure, je vous parlais du scénario 1. Le scénario 2, classique court-circuit, lui, l'histoire en est jonchée. Alors lui, pour gagner du temps, le système va simplement créer ou amplifier l'instabilité sécuritaire avec à la clé un risque pour la sécurité nationale. Cela pourrait consister par l'amplification de conflits indépendantistes qui sont pourtant mineurs, suivi de l'amplification d'attaques d'éléments qualifiés de terroristes dans certaines régions éloignées qui eux aussi semblaient pourtant encadrés. Et pour atteindre un summum, parce que ça va crescendo, générer un maximum de peur, c'est l'objectif, le système va favoriser une ou plusieurs attaques terroristes dans l'une de ces grandes villes, parfois dans les deux. Et cela permettra au système de justifier l'instauration d'un état d'urgence. Donc, de reporter les élections, ce qui leur donnera amplement le temps de se retrouver un remplaçant pour le violon. Après, à la clé, évidemment, de ces attaques terroristes qui seront favorisées par le système, cet état d'urgence qui sera mis en place, vous allez voir des arrestations qui viseront d'abord les hommes des médias, encore une fois, et les citoyens qui décrient qui décrit le système sur les réseaux sociaux. Le but ici, toujours, est dans l'objectif de reporter les élections et donner le temps au système de se repositionner. Rappelez-vous que l'article 9.1 dit que le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi. Point 2. Le président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les institutions de la République, proclamer par décret l'état d'exception et prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires. Il en informera simplement la nation par voie de message. Par contre, il y a une variable incontrôlable et sous-estimée, qui ne dépend pas des factions civiles en conflit présentement pour le pouvoir. Et cette dernière, c'est l'armée. C'est le risque qu'un pan de l'armée nous fasse une Gabonaise, ou une Tchadienne, ou une Burkinabé. Vous avez votre choix. Et décide de prendre aussi le pouvoir. Cela viendrait vraiment compliquer cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle vous avez assisté à des sérieux remaniements dans l'état-major de l'armée camerounaise au niveau des officiers de l'armée. C'est toujours en prévision de tout ça. Mais toutefois, à cause de ces 42 dernières années de bordel, tous les ingrédients nécessaires à la création de la poudrière que nous avons aujourd'hui ont été réunis. Le scénario 1 et 2 mèneront tôt ou tard au plus grand risque de l'histoire de ce pays, qui est celui d'une implosion du pays et d'une division marquée à l'échelle nationale par des violences interrégionales. Il ne faudrait pas oublier qu'au-delà des risques internes, ce pays-là, imaginaire évidemment, attise beaucoup de convoitises dans la sous-région. Vous avez le Nigeria qui continue à rêver d'un territoire plein de gaz qui appartient à ce pays, qui a été assigné à ce pays devant les tribunaux internationaux, sans compter les forces mafieuses du Nigeria, sous-régionales évidemment, dans les États nigérians comme Abakaliki, Makurdi, Jalingo, qui eux aussi ont des intérêts dans la zone sud-ouest de ce pays imaginaire. Les Tchadiens, avec leur base militaire française, en ont marre de l'influence et de l'arrogance des jeunes dirigeants du système. Parce que ces jeunes dirigeants les ont toujours sous-estimés, entubés et méprisés. Idem pour les Équato-Guinéens qui ont les poches pleines. Vous trouverez évidemment le champion gabonais, Guéma, avec son niveau de chef et sa base militaire, qui voudrait lui aussi une part du gâteau. Mais surtout, qui voit les dirigeants du pays imaginaire dont je vous parle comme des mammouths d'un autre temps, dont on devrait s'en débarrasser.
Les Centrafricains, avec leurs amis russes, seraient ravis, parce que leurs poches sont vides, de s'installer dans ce pays si riche. Car cela aussi, pour eux, voudrait dire contrôler la sous-région. Tout cela a une odeur de poudrière, dont l'explosion pourrait mener à l'implosion et la fragmentation du pays. Il est quand même possible d'atténuer l'effet de cela et se garder un pays à reconstruire. Pour ce faire, le peuple devra pour la première fois de son histoire faire front commun contre le système. Se lever en un seul corps, exiger que la date des élections soit respectée, aller voter, puis protéger et défendre son vote. Ce pays fait face à l'histoire. Son indépendance se joue à l'élection à venir. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mais, comme vous aimez voir avec les yeux et toucher avec les mains, comme disait un autre, ne dites pas qu'on vous avait pas prévenu. Parce qu'à la fin de la journée, chacun apprendra à son rythme. Et puis c'est juste le rythme.